Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du cas de Dana Satterfield. Ne faites pas attention à ma tête, c'est la tête du dimanche. Je suis fatigué et je n'ai toujours pas été chez le coiffeur. Ça va finir par arriver, hein, c'est promis. Donc je vais essayer de mettre un maximum d'images histoire de vous éviter ce calvaire. Et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des commentaires, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour l'affaire de Dana Satterfield. Irving fire department. Name still there? Name still there? Le 31 juillet 1995 au soir, dans la petite ville de Roebuck en Caroline du Nord, une femme du nom de Dana Satterfield s'apprête à fermer le salon de coiffure dont elle est la patronne. La jeune femme qui est donc coiffeuse est la dernière à quitter les lieux puisque ses employés sont partis bien plus tôt dans la journée. Il fait presque nuit, alors la jeune femme se presse un petit peu, notamment dans le but de rentrer chez elle rapidement auprès de ses enfants avant la tombée de la nuit. Vers 18h30, une commerciale nommée Diane Harris est venue vendre quelques produits de nettoyage à Dana. Une fois leurs affaires terminées, les deux femmes se sont dit au revoir et Dana continue de se préparer à fermer la boutique tandis que Diane a continué ses tournées. Quelques heures plus tard, Diane Harris est retournée juste devant le salon de Dana, il était environ 20h30, et s'y est rendue justement pour attendre son bus, puisque sa journée est finie, il faut bien rentrer à la maison. Alors qu'elle se tenait sur le trottoir en regardant le soleil se coucher, laissant place à la nuit, elle a entendu des bruits étranges venant de l'intérieur du salon, suivis d'un énorme boom. C'était vraiment impressionnant et elle se demandait ce qui pouvait bien se passer. Lorsqu'elle s'est retournée pour voir justement ce qui se passait à l'intérieur de cette boutique, pourquoi il y avait autant de raffus, un jeune homme vêtu d'un jean et d'une chemise grise a subitement sauté par la fenêtre. En supposant que cette personne venait de cambrioler l'endroit, la commerciale s'est précipitée vers un magasin à proximité pour appeler le 911 pour que quelqu'un arrive le plus vite possible. Mais une fois arrivée sur le parking de ce magasin, la pauvre femme qui est complètement pétrie de peur s'est trouvée face à face avec le voleur qu'elle a vu partir du salon. Bien qu'elle ne l'ait aperçu que pendant une brève seconde dans la pénombre, Diane a heureusement en partie réussi à mémoriser les traits du visage de ce dernier. Et effrayée par la rencontre, plutôt que d'entrer dans le magasin, Diane a continué de courir sur la route dans l'espoir d'arrêter un véhicule pour demander de l'aide. Malheureusement, après plusieurs tentatives infructueuses, elle a couru frapper à la porte d'un résident pour lui demander d'appeler enfin le 911. Malheureusement, ce sont plusieurs minutes précieuses qui ont été perdues, mais je pense que la jeune femme a surtout fait comme elle a pu à ce moment-là. L'opérateur a rapidement envoyé une patrouille sur place, pour le motif suivant, qui est un cambriolage. Alors l'agent sur place, croyant qu'il enquêtait sur une effraction, est entré dans le salon, a annoncé sa présence au cas où l'auteur serait revenu sur les lieux du crime, et c'est pendant qu'il traversait l'établissement en regardant à droite, à gauche, en balayant du regard pour voir ce qui se passe autour de lui, il a rapidement remarqué que le lieu était complètement en désordre. Et ce qui l'a d'ailleurs amené à croire qu'une lutte avait sûrement eu lieu, et donc que potentiellement, une victime pouvait être à cet endroit. Et l'agent avait malheureusement raison dans son raisonnement, puisque lorsqu'il a ouvert la porte d'un cagibi, il a fait une sombre découverte. Suspendu d'un tuyau qui reliait le réservoir d'eau chaude au mur, se trouvait le corps d'une femme qui venait à peine de décéder. Cette femme, vous en doutez, c'est Anna Satterfield, la propriétaire des lieux. L'agent est vite ressorti pour appeler la brigade criminelle qui gère les homicides et qui n'ont heureusement pas perdu de temps pour arriver sur place. En voyant l'état du corps de la pauvre femme, on sait malheureusement qu'elle a subi un passage à tabac extrêmement brutal juste avant sa mort. De plus, Dana était nue de la taille jusqu'aux jambes, ce qui suggère qu'elle avait potentiellement été agressée sexuellement. Ce qui a d'ailleurs également surpris les officiers, c'est que la caisse du salon n'a pas été dérobée et qu'aucune marchandise ne semblait avoir été volée non plus.
De même, le sac à main de Dana a été retrouvé dans le salon à la vue de tous, avec son argent ainsi que ses cartes de crédit à l'intérieur. Et donc, l'argent n'est clairement pas le motif de cette violente attaque. À partir de là, les enquêteurs ont supposé que le crime avait un motif soit personnel, soit purement sexuel. Fort heureusement, des empreintes digitales ainsi que des échantillons de cheveux ont été prélevés sur la scène du crime. Et celui qui s'en était pris de la pire des façons à la pauvre Dana n'avait visiblement rien prévu pour ne pas être trouvé. C'était clairement un débutant, la scène de crime était complètement bâclée, laissant derrière lui tout un tas de preuves pouvant aider la police à le retrouver. Et forcément, ça a conduit les enquêteurs à conclure que le meurtre de Dana était probablement l'œuvre d'un tueur inexpérimenté. Bien que le corps de la jeune femme ait été retrouvé dans le placard, il suffisait de regarder la scène de crime et notamment les énormes taches de sang qu'il avait sur le sol des toilettes pour hommes pour savoir que c'était le lieu où la lutte et le viol avaient eu lieu. Les policiers ont alors pensé qu'une fois que l'agresseur avait fini d'abuser du corps de sa victime, l'homme l'aurait étranglé à mort avant de suspendre son corps sur le chauffe-eau avec la sanglante toile qui venait d'un sac de sport. Diane Harris, la commerciale qui était la seule personne vivante à avoir vu le tueur sortir des lieux, en plus d'être tombée nez à nez avec sur ce fameux parking, l'a décrit à un dessinateur de la police. Et selon elle, il était à la fin de l'adolescence ou au moins au début de la vingtaine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était quelqu'un de très jeune, de petite taille et avait les cheveux de couleur claire. Mais bon, puisque je vous rappelle que la nuit était tombée, sa couleur de cheveux ne pouvait pas être très précise. En tout cas, le portrait robot qui a été créé à partir de ses souvenirs a été diffusé rapidement dans tous les médias, c'était à peine dans les heures qui ont suivi le meurtre, dans le but de retrouver cette personne le plus vite possible, pour d'une part que règne la justice, et surtout pour que cette personne ne puisse pas recommettre un meurtre. Comme c'est la procédure standard dans tout homicide, les enquêteurs ont d'abord concentré leur attention sur le mari de Dana, qui s'appelle Mike. L'homme a admis que leur couple avait en effet quelques difficultés en ce moment, mais il a insisté sur le fait qu'il n'aurait jamais fait de mal à Dana, que c'était sa femme, qu'il l'aimait malgré les hauts et les bas et que ça restait la mère de ses deux enfants. Parce qu'en effet, le couple devenu parent donc de deux jeunes enfants traversait une période compliquée depuis quelque temps, et il semblerait même, selon des proches, ce n'est pas vraiment sûr, ça dépend d'ailleurs des sources, qu'ils étaient en réalité en pleine séparation. Malheureusement, on ne sait pas vraiment si c'est vrai ou non, mais quoi qu'il en soit, dans ses déclarations, il essaye, ce qui est sûr, de minimiser un petit peu les problèmes qu'il y avait dans leur couple. Malgré ses déclarations qu'il ne ferait jamais de mal à sa femme, présumée ex selon certains, une empreinte digitale trouvée sur le chauffe-eau l'a impliqué dans le meurtre de cette dernière, malgré lui. Lorsque les officiers l'ont informé de cette preuve accablante, Mike n'a absolument pas semblé surpris d'apprendre que ces empreintes avaient été trouvées sur les lieux du crime, et ce qui laisse d'ailleurs encore plus de soupçons aux policiers quant à l'homme face à sa réaction. Toutefois, eh bien, ce dernier avait une explication à ces empreintes qui semble en effet très pertinente puisqu'il explique que c'était lui qui avait installé le chauffe-eau et que donc forcément il l'a touché à de multiples reprises. De plus, c'était lui qui gérait tout l'entretien du salon, que ce soit les petites réparations, les installations ou encore le nettoyage. Donc ces empreintes digitales étaient littéralement partout, sans oublier le fait que c'était le mari de Dana et que leur relation soit conflictuelle ou non, eh bien il allait régulièrement sur son lieu de travail pour la voir, discuter ou simplement lui amener les enfants. Ceci dit, les policiers réfléchissent et voient bien également que Mike était un homme assez baraque, qui est grand, et surtout, ça se voit qu'il n'a pas non plus 15 ans. Que certes, il est encore jeune, il a dans les 27-28 ans, mais il ne paraît pas non plus physiquement comme un jeune homme de 20 ans. Et les enquêteurs savaient que le coupable était quelqu'un d'assez petit, de fin, qui semblait assez jeune, et il n'avait d'ailleurs aucun moyen pour Mike de s'échapper par la fenêtre, puisque justement sa carrure ne l'aurait pas permis de le faire. Et en plus de ça, il ne ressemblait absolument pas au portrait robot, donc les policiers n'ont entre guillemets pas le choix que de faire confiance à l'homme s'ils veulent pouvoir arrêter le vrai coupable et aller de l'avant.
Bon, je vous rassure, déterminés à ne rien laisser au hasard dans leur enquête, ils ont tout de même fait passer un test polygraphique à Mike, juste au cas où. D'ailleurs, l'homme a accepté sans un instant d'hésitation, il n'a absolument pas bronché, et après l'avoir réussi sans aucune difficulté, il a pu être officiellement retiré de la liste des suspects, qui était d'ailleurs encore extrêmement courte pour l'instant. Les officiers continuent alors l'enquête, cherchent le moindre indice et relèvent sur la scène du crime une seule empreinte sanglante située aux toilettes et qui n'appartenait pas à Mike. Youpi, enfin peut-être une avancée. Lorsque l'empreinte a été entrée dans la base de données de la Caroline du Sud, malheureusement, pas de bol, aucune correspondance n'a été trouvée, ce qui signifie que l'auteur n'avait jamais été dans le système pénal de l'État. Bon, d'un côté, tant mieux, ça veut dire que ce n'est que le début, entre guillemets, de sa quête en tant que criminel, mais d'un autre côté, eh bien, le fait qu'il n'ait jamais rien commis contre la loi à l'époque fait que ça ralentit vachement les officiers. De plus, l'échantillon du sperme prélevé sur Dana n'a rien donné non plus, donc eh bien, c'est vraiment compliqué à ce moment-là. L'enquête commence rapidement à ralentir, et ne sachant où véritablement chercher, n'ayant aucune piste viable, très rapidement, ils sont totalement au point mort. Puis dans les jours qui ont suivi le meurtre, un homme du nom de Ken Smith s'est présenté aux officiers pour dire qu'il était passé devant le salon vers 20h40, le jour du meurtre, lorsqu'il a vu un homme flâner juste devant. D'autres témoins ont rapporté avoir vu une Ford Bronco blanche monter et descendre la rue dans les heures précédant la fermeture, comme si cette personne cherchait un endroit pour se garer ou surveillait quelqu'un. Et il a également été noté que le conducteur semblait avoir bien repéré la zone plusieurs jours auparavant. Malheureusement, personne n'avait bien regardé le visage de cette personne, et malgré ces petits témoignages, eh bien finalement il n'y a rien de concret. Dans l'espoir de générer d'autres pistes qui cette fois-ci peut-être amèneront au criminel, les autorités ont offert une récompense de 50 000 $ pour les informations menant à l'arrestation du tueur de Dana. Alors que les lignes pour donner des informations ont été inondées, ce qui est tout à fait normal avec une somme comme 50 000 $, beaucoup de personnes ont espoir d'avoir vu la petite chose qui va donner un petit regain à leur compte bancaire. Malheureusement, il n'y avait en réalité que très peu de témoignages qui ont été précieux, qui ont pu être ajoutés à cette enquête. Enfin du moins, ça c'est ce que l'on croyait à l'époque. Au début de l'enquête, un appelant anonyme avait conseillé aux policiers d'examiner un jeune homme de 17 ans nommé Jonathan Vick. Prêts à essayer n'importe quoi à ce moment-là, les enquêteurs se sont assis avec l'adolescent et sa mère qui possédaient comme par hasard à l'époque une Ford Bronco blanche avec un intérieur bleu, la même qui a été vue justement dans le quartier du salon de coiffure de Dana. Lors de cet interrogatoire qui s'est avéré intense, Jonathan n'a pas perdu la face et a continuellement nié avoir eu connaissance du meurtre. Lorsque la mère s'est portée garant de son innocence, les autorités les ont remerciés de leur coopération et leur ont dit qu'ils étaient simplement libres de partir. Et donc finalement, cette piste semblait être complètement fausse et se retrouve une nouvelle fois sans aucune personne à suspecter, ni aucune piste à suivre. Bref, l'affaire est de nouveau rapidement tombée à l'eau et les policiers ont beau faire tout leur possible pour trouver une nouvelle piste, malheureusement, il n'y a absolument rien, et ce durant plusieurs années. Et c'est 2 ans plus tard qu'un détenu de la prison a informé les autorités que son compagnon de cellule, Russell Quinn, qui purgeait une peine pour avoir violé une femme et l'avoir pendue à une branche d'arbre, s'était vanté d'avoir tué Dana Satterfield. De plus, il était tellement obsédé par elle qu'il emmenait sa photo partout où il allait. Suite à cette piste qui semblait très prometteuse, les détectives ont demandé à Diane Harris de venir voir une liste de photos d'éventuels suspects. En voyant l'image de Russell, elle l'avait désigné comme l'homme qu'elle avait vu fuir la scène du meurtre. Alors que Russell Quinn semblait être une source sûre, l'espoir de voir enfin le tueur de Dana traduit en justice ont été anéantis lorsque l'ADN l'a exclu comme étant le coupable du meurtre. Après avoir fait face à une énième impasse, l'enquête a stagné pendant près d'1 décennie avant qu'une conversation tout à fait banale
ne conduisent les enquêteurs au tueur insaisissable depuis tant d'années. C'est lors de l'année 2005 que tout va changer et que l'affaire va prendre un nouveau tournant de manière tout à fait inattendue. Par le plus grand des hasards, Ashley, la fille de Dana, qui était à présent âgée de 18 ans, avait emmené sa voiture dans un atelier du coin pour y faire quelques réparations. Pendant son rendez-vous, elle avait entamé une conversation avec l'un des mécaniciens, un homme du nom de Michael Pace. Leur brève interaction a permis, contre toute attente, à faire avancer l'enquête sur le meurtre de sa mère. Après le départ de Ashley, un de ses collègues avait mentionné à Michael que cette dernière était justement la fille de la coiffeuse qui avait été retrouvée tuée dans son magasin des années plus tôt. En entendant cela, il a complètement abandonné tout ce qu'il faisait et a passé un appel téléphonique attendu depuis très longtemps par les officiers de police. Dans l'espoir de rester anonyme, Michael Pace, complètement secoué, on sent au téléphone que l'homme était vraiment affolé, inquiet, complètement perturbé, et il a dit à l'officier qui était au téléphone qu'il connaissait l'identité de la personne responsable de la mort de Dana Satterfield. Selon ses dires, l'homme est son ami d'enfance, Jonathan Vick. Il a expliqué qu'il avait été avec Jonathan l'après-midi du 31 juillet 1995 et que ce dernier s'était vanté d'avoir un rendez-vous avec Dana plus tard dans la soirée. Ayant vu la belle blonde en passant, Michael avait complètement ri à l'idée qu'elle aurait eu un intérêt pour un enfant de 17 ans. Il a également rappelé que Jonathan avait fait des remarques obscènes à propos de la coiffeuse, détaillant les différentes choses qu'il aimerait lui faire. Et évidemment, je vous passe tous les détails. Croyant qu'il ne s'agissait que d'un discours entre deux adolescents qui n'irait pas plus loin, il n'avait pas mis beaucoup de crédit dans les divagations grossières de son ami. Ça, c'était jusqu'au lendemain, lorsqu'il a appris le meurtre. Les officiers qui ont Michael Pace au téléphone l'ont exhorté à donner son nom, mais il a fermement refusé. Selon lui, Jonathan l'avait averti dans les heures qui ont suivi l'incident qu'il le tuerait lui aussi s'il disait ne serait-ce qu'un seul mot de ce qu'il savait à qui que ce soit. Et sachant de quoi son ami était capable, je vous rappelle que la veille, son ami avait violé et assassiné une femme, forcément, il a pris la menace plus qu'au sérieux et a fait ce que Jonathan lui avait dit, c'est-à-dire la fermer. Au téléphone, Michael continue son récit et a avoué que c'était même lui qui avait appelé et donné l'information impliquant Jonathan en 1995, ce fameux appel anonyme qui disait de surveiller le jeune homme de 17 ans. Mais en voyant que rien n'était sorti de tout ça, que la police avait complètement relâché le jeune homme, il avait tout simplement abandonné, satisfait finalement d'avoir fait tout ce qu'il avait pu à l'époque pour mettre les autorités sur la bonne voie. Après, si les policiers n'ont rien fait de leur côté, bien, lui n'y pouvait rien. Et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il se présentait seulement maintenant, une décennie après le meurtre, il leur a expliqué qu'il venait de rencontrer Ashley à l'instant et que c'est cette rencontre qui a permis ce fameux tournant dans cette affaire. Il explique que lui, de son côté, n'avait pas suivi les nouvelles et ne savait même pas que Dana était une mère de famille. Il a insisté sur le fait que s'il avait su, dès le départ, au moment du meurtre, qu'elle avait de jeunes enfants au moment de sa mort, il serait allé à la police bien plus tôt. Quoi qu'il en soit, après cet appel, bien que les informations qu'il a fournies aient certainement été très alléchantes pour les policiers, elles étaient inutiles à moins que Jonathan ne l'avoue lui-même. Après avoir patiemment expliqué à Michael qu'il devrait fournir son nom à un juge s'il voulait un espoir d'obtenir une ordonnance du tribunal pour pouvoir avoir l'ADN de Jonathan, il a cédé et a accepté, ce qui fait que lui-même, contre son gré, a été un petit peu mêlé à cette affaire face à la justice. Mais bon, Michael Pace est du bon côté, et avec ça, il a ouvert la voie à la justice, et mieux vaut tard que jamais. Lorsque Jonathan a reçu un mandat pour son échantillon d'ADN, il n'a pas eu d'autre choix que de se conformer. Le jeune homme était devenu un père marié, il avait une jeune fille, et il a proclamé à haute voix son innocence alors même que son mur de mensonges, soigneusement construit depuis tant d'années, commençait peu à peu à s'effondrer. Pendant qu'ils attendaient les résultats du test, les inspecteurs ont parlé avec les amis et connaissances du suspect, même avec ses anciens employeurs, dans l'espoir de se faire une meilleure idée de qui Jonathan était réellement. Et il s'est avéré que le tableau qu'ils ont peint n'était pas du tout flatteur ni glorieux pour le jeune homme.
La fille qui sortait avec Jonathan au moment du meurtre se souvenait qu'il passait souvent devant le salon où le crime avait eu lieu, et l'a averti que si elle ne faisait pas ce qu'il lui disait de faire, elle finirait comme la femme qui a été tuée là-bas. Super sympa. Et la jeune femme n'a pas non plus hésité à ajouter que l'homme avait un tempérament très violent. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Jonathan Vick avait rejoint le corps des Marines des États-Unis. Mais après seulement 2 années de service où il avait eu des ennuis à maintes reprises pour s'en être pris à quelqu'un avec qui le courant ne passait pas, eh bien il a été forcé à quitter l'armée. Après libération de toutes ses fonctions, il n'a fait que changer de métier, passant d'un travail à un autre et cependant plusieurs années. Le jeune homme finissait la plupart du temps par se faire virer après avoir eu des comportements inadéquats, étant, comme dit, d'un tempérament très violent, il n'hésitait pas à se montrer de la sorte avec des collègues ou encore avec des clients. Pour ajouter un petit peu de sel à toute cette affaire, 7 ans après le meurtre de Dana, la petite amie de l'époque de Jonathan, Heather Sellars, qui était âgée de 20 ans, est sortie avec lui dans la nuit du 24 septembre 2002 et n'a plus jamais été revue depuis. Les événements qui ont conduit à sa mystérieuse disparition se sont déroulés après qu'elle ait terminé son quart de travail. Le jeune homme avait affirmé à l'époque qu'il ne savait pas ce qu'il était advenu d'elle une fois qu'il l'avait déposée après leur soirée à faire la tournée des bars. La famille de Heather, de son côté, ne soupçonnait pas spécialement le jeune homme, elle pensait simplement que lorsqu'elle est rentrée, elle avait sûrement rencontré une mauvaise personne, ou alors peut-être bien qu'elle était même partie de son plein gré. Les policiers ont cependant appris que la jeune fille, à l'époque, s'était tout de même plainte auprès de sa famille que Jonathan était physiquement violent, mais elle ne l'avait pas signalé aux autorités par crainte de représailles de la part de ce dernier, et donc les policiers à l'époque n'ont pas forcément suspecté Jonathan lorsque la jeune femme a disparu. Et pourtant, eh bien, tous les signaux étaient là. 2 semaines avant sa disparition, elle avait annulé leur fiançailles, ce qui n'avait fait qu'accentuer les tensions déjà présentes entre eux. Et malgré la nature précaire de leur relation, ils avaient continué de se voir, paraît-il, cette fois-ci de manière totalement amicale. Même si Jonathan avait admis être avec elle la nuit où elle a été vue pour la dernière fois, eh bien, sans corps, il n'y avait aucune preuve pour l'accuser d'un quelconque crime. Ce qui est d'ailleurs horrible, c'est qu'aujourd'hui, plus de 20 ans après les faits, l'endroit où se trouve Heather est encore inconnu et l'affaire n'est toujours pas résolue. En tout cas, pour l'affaire de Dana, la chance tourne enfin en faveur des policiers qui ont appris du laboratoire criminel que l'ADN extrait du kit de viol de Dana correspond à Jonathan Vick. C'est avec cette preuve irréfutable de sa culpabilité en main que les autorités ont pu l'accuser d'enlèvement, d'agression sexuelle et de meurtre sur la personne de Dana Satterfield. Le procès de Jonathan Vick a commencé en novembre 2006 dans une ambiance plus que tendue. Sa défense a fait valoir dès le début que leur client était innocent, soulignant le fait qu'un poil pubien errant trouvé sur le corps de Dana avait appartenu à quelqu'un d'autre que son client, et ils avaient insisté sur le fait que cette information, à elle seule, suffisait à introduire un doute raisonnable dans l'esprit des jurés. Mais c'était sans compter les procureurs qui, quant à eux, ont répliqué en disant que puisque l'agression avait eu lieu sur le sol des toilettes pour hommes, que c'était la fin de journée, le ménage n'avait pas été fait, il y avait eu du passage dans son salon de coiffure, les cheveux auraient pu appartenir à quiconque avait utilisé ces derniers dans la journée. Étant donné que son empreinte digitale avait été trouvée dans le sang de Dana, sans parler de la correspondance ADN, les cheveux solitaires ne semblaient être rien de plus qu'un malheureux incident dû aux circonstances ignobles de l'acte commis sur la pauvre victime. En rassemblant les événements de cette nuit fatidique du mieux qu'ils le pouvaient, les procureurs ont spéculé que Jonathan s'était rendu au salon à l'heure de fermeture avec l'intention d'avoir une relation romantique avec Dana, qui lui avait d'ailleurs coupé les cheveux à de nombreuses reprises, puisque Dana était sa coiffeuse. Après être entré dans le salon et avoir trouvé complètement seul l'objet de son désir, le jeune homme l'a courtisé, mais voilà, ses avances ont été complètement rejetées. Je vous rappelle que Dana avait tout de même 10 ans de plus que le jeune homme, qu'elle était simplement sa coiffeuse, qu'elle n'a jamais
penser ne serait-ce qu'une seconde avoir une relation avec lui, et que malgré que dans son couple, eh bien ça n'allait pas forcément bien, elle restait tout de même une femme mariée, mère de 2 enfants et qui était fidèle. Malheureusement, le jeune homme ne s'est pas arrêté à ce refus. À la place de faire demi-tour et de simplement partir, déterminé à obtenir ce qu'il voulait, il a verrouillé la porte, éteint les lumières et a commencé à battre Dana. Quand elle ne pouvait plus riposter, il l'a violée et l'a ensuite étranglée à mort. La raison pour laquelle il avait choisi de partir par une fenêtre au lieu d'utiliser la porte, qui aurait été beaucoup plus simple, ça aurait attiré beaucoup moins d'attention, est encore incompréhensible aujourd'hui, même lui a été incapable d'expliquer son geste. C'est donc à la suite de ce procès qu'au début du mois de décembre, après plus de 10 ans, que le jury a rendu un verdict dans cette affaire. Après 20 minutes seulement de délibération, ils ont déclaré Jonathan Vick coupable de toutes les accusations qui étaient à son encontre. Il a ensuite été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Dana, plus 30 ans pour inconduite sexuelle criminelle et enlèvement pour avoir détenu la victime contre sa volonté. Jonathan Vick a immédiatement demandé un nouveau procès avec culot au motif que sa défense avait été inefficace, mais heureusement, toute demande a été rejetée. L'homme, fidèle à lui-même, en 2010 était accusé d'avoir agressé un agent correctionnel, et après avoir été reconnu coupable de l'infraction, 3 autres années supplémentaires ont été ajoutées à sa peine. Dans le cas de sa condamnation, il n'a été autorisé à sortir de sa cellule qu'1 heure par jour pendant 6 mois. Actuellement, l'homme est admissible à la libération conditionnelle à partir de l'année 2035, si d'ici là, il ne commet pas de nouveau une agression ou quelque chose de répréhensible. La fille de Dana, Ashley, qui avait joué un rôle déterminant dans la justice du tueur de sa mère, est maintenant employée comme défenseuse des victimes dans un centre de détention, un choix de carrière qui a sûrement été influencé par ce qu'elle a vécu. Et c'est donc tout pour l'affaire de Dana Satterfield, et j'espère que cette affaire vous aura intrigué, et surtout qu'elle vous a intéressé. Il ne me semble pas l'avoir vue sur le YouTube français, donc j'espère que vous allez la découvrir avec moi, et surtout que vous êtes ravis de savoir que cette affaire a donc été résolue, malgré le temps qui a passé. Personnellement, je trouve ça complètement fou que c'est juste le hasard et une simple conversation qui a suffi à faire que cette affaire a été résolue. Si Ashley n'avait potentiellement pas été dans ce garage à ce moment-là, avec cet employé-là qui travaillait au même moment, eh bien peut-être que cette affaire ne serait pas encore résolue aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment génial. Le hasard ou le destin, ça dépend des croyances de chacun, fait extrêmement bien les choses. Et je suis plus que ravi pour Ashley, sa sœur et Mike aussi, ainsi que toute la famille finalement de Dana Satterfield, que cette affaire soit enfin résolue et qu'ils puissent faire la paix de savoir qui a commis un acte aussi horrible et barbare sur cette personne. N'hésitez pas en tout cas à me dire vous ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu et que le contenu vous plaît en règle générale, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, et on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo avec Rudy, et dans 4 jours avec ma personne. A très bientôt, bonne semaine, ciao.